Bonjour. La conjoncture actuelle nous oblige à rester chez nous, vous oblige vous aussi à rester chez vous, car comme vous le savez, la pandémie du coronavirus continue à faire des ravages à travers le monde entier. Et par mesure de sécurité, notre ministre de l'Éducation nationale a été clair dans son communiqué lorsqu'il a suspendu les classes. Cela ne veut pas dire qu'on est en vacances, mais au contraire, nous devons trouver des alternatives qui puissent colmater la brèche afin que l'instruction se maintienne dans les meilleurs délais. C'est dans cette même perspective que je me propose de vous présenter cet enregistrement sous forme d'une lecture globale et analytique de l'œuvre de Victor Hugo. Alors, à une époque où la littérature française se veut de prôner l'individualisme, l'exaltation des sentiments et le mélange des tons. Le roman, la poésie, tout comme le drame, tire parti de la question sociale et les souffrances de l'individu en rapport avec son milieu dans une société en pleine mutation. Ainsi se pointe à l'horizon la figure emblématique d'un écrivain qui se démarque aussi bien par ses contributions romantiques que par ses engagements politiques. Victor Hugo donne en 1829 le dernier jour d'un condamné, un an avant la Révolution de juillet, mais vers la fin de la Restauration. Cette œuvre, qui est le dernier jour d'un condamné, nous révèle clairement, en tant que chronique d'une mort annoncée, le génie de cet auteur qui a su insuffler à son personnage narrateur la force imaginative d'un pouvoir non seulement de réhabilitation, mais aussi de séduction stylistique et de sens poétique que pour des effets soit lyriques, soit pathétiques ou encore dramatiques. La situation de réclusion et d'enfermement où se trouve le narrateur personnage dès le début de l'œuvre le conduit à développer un ensemble de sensations et de sentiments. Tous ces sentiments engendrés par le verdict, par la proclamation de la peine de mort, jusqu'à frôler parfois l'hallucination et la rêverie, par d'autres l'aliénation et la folie, la fonction expressive du plaidoyer de Victor Hugo met dès lors en évidence la tension qui monte, un crescendo d'un personnage à mesure que le terme de sa vie approche. Alors pour lui, le ton, la question du ton, était un facteur d'obsession permanent. Comme vous le savez, la notion de l'espace qui prend dans notre vocabulaire différentes connotations, soit pour le lieu, soit pour le temps, encore pour l'imagination, se trouve beaucoup plus commode pour cette dernière. C'est-à-dire l'imagination, elle était développée chez le prisonnier, mais plus rétrécie, plus étroite pour ces deux dernières, c'est-à-dire pour les premières, c'est-à-dire pour le lieu et pour le temps. Le cachot, ainsi que les 6 semaines d'attente ou presque de son pourvoi en cassation, ou du jour de son exécution rendent le détenu plus vulnérable aux meurtrissures de son âme abattue et ne se livre donc à confesser son mal par le biais de l'écriture utilitariste qu'à partir de la 5e semaine. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette idée, dit-il au chapitre 1er. Le ton, en toute évidence, revêt lui aussi aux côtés de l'implacable idée la chape d'un inexorable bourreau. La liberté dont disposait l'esprit du condamné à broder ses inépuisables fantaisies n'est d'ores et déjà plus là, du moment que le détenu eut l'impression d'être depuis si longtemps sous le poids d'un martyre causé par toutes les conditions de sa détention. Autrefois, dit-il, car il me semble qu'il y a des années plutôt que des semaines, j'étais libre, au chapitre 1. Désormais, pour échapper au supplice,
de la relation monomaniaque qu'il établit avec le temps, outre que la lutte à huis clos contre cette idée qui lui revient au écho, condamné à mort, il se résolut à trouver son exutoire dans le développement d'une attitude contemplative. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée, dit-il au chapitre 1er. En effet, la distraction, ou plutôt l'obligation d'extérioriser. Tout cela, par le biais d'un journal de ses souffrances, a été en vue de l'exaltation de ses douleurs psychiques, aussi bien que de porter un enseignement à ceux qui condamnent. Ces douleurs, souvent explicitées par l'occurrence des combinaisons, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Vous remarquez là la gradation de la souffrance au chapitre 4, ou par exemple depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois, devient tellement intolérable que le condamné se mit à compter ce qui lui reste à vivre. Il dit au chapitre 8, « Comptons ce qui me reste » pour au moins guérir d'un marasme engendré non seulement par la sentence de mort, mais aussi par l'interstice de temps qui le sépare, si éventuellement du jour de l'exécution. Et quoique le pourvoi en cassation lui apporte, sans conteste, une infime lueur d'espoir, les 3 jours à subsister encore en instance d'un dénouement tragique à sa situation, le maintiennent au-dessus d'un abîme, d'angoisse. Je n'ose compter, dit-il au chapitre 8, il me semble qu'il y a 3 jours. Surtout que cet espoir sera anéanti d'abord par les immanentes conclusions du condamné lui-même quant à ce qui concerne la décision de la Cour de cassation. Il dit au chapitre 15, « Plus de chance maintenant, mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. » Dans cette conjugaison de cause et d'effet, le supplicié s'assimile alors à un longanime tenu sur le fil de son purgatoire et qui n'a d'autre compensation à son âme en peine que d'occuper son temps par l'exploration du milieu où se développaient des douleurs, ainsi que ses soupirs. D'ailleurs, ces angoisses, dit-il au chapitre 6, d'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et de les peindre, m'en distraira. Ou, puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit, au chapitre 11. La lecture des murs de son cachot, la scène du ferment des bagnards, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, qui nourrit ce thème-là, la scène du ferment des bagnards, qui nourrit l'un des thèmes populaires, dénonçant aphoriquement toute forme de répression judiciaire. La grève est sœur de Toulon, dit-il au chapitre 13, ainsi que le jeu de miroir pour celui qui trouve la traduction argotique de son emprisonnement dans la chanson des rues, la complainte malheureuse, la lyre l'enflamme malurée, au chapitre 16. Rien de cela n'arrive à le déposséder de l'idée qui le tenaille depuis 6 semaines, au contraire. Toutes ces scènes n'ont fait qu'amplifier ses douleurs et ses peines. Aussi, toute tentative de mise à distance de l'incontournable réalité de Bicêtre, tout comme son hypothétique évasion du côté d'Arcueil ou du côté de Longjumeau. Malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur des 3 pieds qui t'emprisonnent, la mort, la mort. Alors, tout cela se traduit en désillusion. À ce point médian de cette tragédie, l'espoir qui animait le drame du supplicié depuis 6 semaines n'est plus là,
il fut informé du rejet de son pourvoi en cassation. Dit-il, je l'avoue, j'espérais encore, maintenant je n'espère plus. Tout ce temps passé à Bicêtre dans la possibilité de réconciliation avec la vie. Oh ma grâce, je veux bien les galères, 5 ans de galère ou 20 ans ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. Chapitre 29. C'est une sorte de réconciliation avec la vie. Le condamné entre en marchandage avec le destin pour espérer la vie, pour espérer les galères au lieu de la décapitation de sa tête. Tout ce temps agit en connivence avec la sentence de mort pour ainsi écraser de tout son poids la psychologie du diariste, celui-ci engagé dans une lutte inégale, dans un combat infernal en 6 rounds, reçoit les coups les plus durs et qui, des fois, le font chanceler, une autre, tomber, je tombais évanoui avant d'en sortir vainqueur, mais vaincu. On est là dans une tragédie, dans son dernier acte, juste après le rejet de son pourvoi en cassation. Les structures en boucle, condamné à mort au premier chapitre. Et c'est pour aujourd'hui, au chapitre 18. Ainsi fait ton entonnoir, révèle en toute évidence la situation déplorable du supplicié aux prises avec son destin inéluctable. Bien. Un destin scellé par le rejet, de son pourvoi. Les souffrances du supplicié passent dans la matrice de l'extrême. Alors délire et tension, inspirés par la fatale réalité, se développent en termes de brisure, d'effroi et d'égarement de la pensée. Une pensée portée d'abord à l'égard de sa fille Marie qui ne sait pas encore ce que deviendra son père après 6 heures. Je serai quelque chose d'immense. Cette comparaison, cette métaphore a une souillure dans le chapitre 26. Le supplicié ne peut épargner sa fille d'être entichée d'une souillure de laquelle elle en est au départ innocente. À cela s'ajoute l'horrible souvenir d'avoir déjà entrevu la chose dont il n'ose prononcer le nom, pour ainsi se mettre à distance de la fatale épreuve tragique qui, avant d'aliéner sa vie, commence par aliéner sa pensée. Dans cette situation, pour qu'un esprit égaré puisse revenir au calme et accepter son sort, le supplicié avait besoin d'une consolation que même l'homme de religion attitré n'a réussi à lui apporter. Il dit au chapitre 30, « Oh, comme maille donc, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés au hasard dans la première paroisse venue, mais en vain. Il alla la chercher dans ses souvenirs d'enfance, pour ainsi prendre de la distance du terme de sa vie. » Il dit au chapitre 33, « Et j'ai fermé les yeux, et j'ai mis les mains dessus, et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé, oublier les souffrances, oublier cette horrible réalité qui est la mort dans mes souvenirs d'enfance. » Le doux souvenir de Pépa, justement, à la tonalité lyrique, sera trop vite relayé par d'autres qui seront moins bien qu'amers, font gravir au supplicié une autre échelle de la torture psychique, et dont les symptômes se manifestent bien au clair: violente douleur de la tête, tressaillements convulsifs, des yeux qui cuisent et des maux dans le bras, autant de calamités engendrées par les déplacements de l'esprit dans le temps. Une divagation de l'esprit, si j'ose dire, qui le pousse à penser au remède. C'est pourquoi il dit au chapitre 38, « Encore 2h45 et je serai guéri. »
un remède qu'il anticipe et médite, une énigme qui le tourmente depuis la proclamation de son verdict, la mort. Qu'est-ce exactement et comment s'y prendre? Personne ne peut le satisfaire, ni les partisans de la guillotine, ni le prêtre lui-même, même plus sa fille, qui en lui rendant visite accompagnée de sa bande l'a renié. C'était le seul être à qui il tenait vraiment, la seule à le croire et à le consoler, mais sa joie de la revoir et la fierté devant la beauté de Marie se brisent donc face à la déception, la souffrance et le désespoir. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien, la dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qui vont faire, dit-il au chapitre 43. Le tout de cet ensemble de souffrances et de pathétique sera couronné par un acte qui prépare l'événement final, à savoir la décapitation. Il s'agit de la toilette. La toilette du condamné qui s'est déroulée à la conciergerie et qui nous a raconté depuis l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville, là où il était placé, pour satisfaire sa dernière volonté, parce que, à cause d'un retard de quelques procureurs de roi, il a demandé d'écrire ses dernières volontés, on l'a placé à l'hôtel de ville. Donc, il a fait un récit rétrospectif pour nous raconter comment s'était passé le voyage de la conciergerie à la place de Grève.